Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument combattre. Utiliser le terme de terrorisme pour nos actions, ça me semble extrêmement grave. Si on commence à appliquer le terme de terrorisme à ça, mais enfin, on n'en a pas fini, tout le monde est... Enfin, il y a énormément de terroristes en France. Bonjour Léna. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire un retour de terrain et nous raconter un peu cette manifestation qui a eu lieu ce week-end ? Cette manifestation, en tout cas, ça a été une belle victoire. Je pense qu'on a pu le voir sur les images. On a pu rentrer sur le chantier donc de la méga-bassine, malgré un dispositif qui était vraiment très impressionnant. Une communication de la préfecture qui laissait sous-entendre que tout était verrouillé et qu'il n'y avait même pas besoin d'aller jusqu'à la manifestation parce qu'en effet, il y avait une zone rouge de 70 km² où il était interdit de circuler, qui concernait 12 communes et il fallait un justificatif de domicile normalement pour se rendre au point de départ de la manifestation. Donc je pense qu'on est très content de voir le succès que ça a pu être. Après, ça a été une manifestation qui a quand même été très attendue. On en a parlé, il y a eu une 60aine de blessés parmi les manifestants, dont 5 blessés graves. Quasiment tout le monde est sorti de l'hôpital, mais ce ne sera sans doute pas sans séquelles. Il y a une personne qui a dû se faire opérer à Paris. Il y a une autre personne, apparemment, elle va devoir avoir une opération de chirurgie esthétique pour retrouver son nez dans un état normal. Donc voilà, on parle de violences policières très graves. C'est sûr que c'était le point noir de la manifestation, malgré qu'on a réussi à déjouer ce dispositif policier. Quoi qu'il en soit, on sait qu'on a réussi à augmenter encore à nouveau le rapport de force et les travaux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. On ne va rien lâcher jusqu'à ce qu'il y ait un moratoire national sur les méga-bassines. Mais je pense que ce qu'on a fait, en tout cas ce week-end, c'était important et c'était légitime. Cette manifestation, elle a été marquée par une forte répression, vous venez de le dire, une répression policière entre Lisa Bellucco, la députée de ELV de Poitiers, qui a été frappée, avec le nombre de blessés, avec un dispositif policier énorme. Il y avait plus de 1700 agents pour 7000 manifestants. Entre les interdictions avant et les barrages pendant, pourquoi ils ne veulent tellement pas que vous approchiez ces bassines, ces chantiers finalement ? Là, ça fait 1 an et demi quand même qu'on arrive à déjouer leur dispositif à chaque fois. Là, c'était la 4e manifestation nationale. En mars dernier, au printemps maraîcher, pareil, il y avait une zone rouge qui était beaucoup plus petite et il y avait quand même déjà pas mal de gendarmes sur place. Et on a réussi à manifester. Sur le trajet de la manifestation, donc on a fait une action de désarmement, mais je pense que j'aurai l'occasion de revenir plus tard sur les actions qu'on porte aussi au sein des soulèvements de la terre, de directement s'attaquer aux infrastructures à l'origine du ravage écologique. Donc voilà, ça a été, on a une victoire en mars dernier, on a une victoire en novembre dernier aussi, où pareil, malgré les interdictions, on a pu manifester et débâcher donc une méga-bassine illégale. Lors du tout premier acte, on a pu s'introduire sur un chantier de méga-bassine, pareil, alors que, bien entendu, c'était interdit de s'introduire sur ce chantier. Et après, je pense aussi que le sujet de l'eau et de l'accaparement de l'eau, c'est un dossier de plus en plus brûlant, surtout après l'été de sécheresse qu'on a eu. Et qu'on se rend compte assez vite quand même on comprend assez vite, je pense, nos revendications, surtout qu'elles sont en effet portées par de nombreux paysans et que je pense la propagande de la FNSEA à ce sujet, on s'y intéresse un peu et on se rend compte qu'il y a des gros soucis et qu'il va falloir faire des choix en effet pour que les agriculteurs puissent continuer à cultiver de manière écologique et que ce soit pas des outils quand même destinés à l'agro-industrie qui s'accaparent toute l'eau. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense qu'en effet ils ont voulu faire en sorte que la mobilisation s'arrête ou au moins en prenne un coup, quoi. Il y a eu beaucoup d'arrestations pendant cette manifestation. Il y a eu 5 arrestations, mais une personne a été jugée inapte à la garde à vue parce qu'elle s'était pris un tir de LBD sur le front. Donc voilà, il y a eu 4 gardes à vue. On a refusé la comparution immédiate lorsqu'elles sont passées au tribunal lundi. Et elles vont être jugées le 28 novembre. Ces manifestants, on voit qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils étaient un peu isolés. Je pense qu'on l'a vu
En fonction des cortèges, il y a eu des moments où, comme ça gazait beaucoup et que ça tirait aussi des grenades de désencerclement en cloche, ce qui est totalement interdit, et qu'on avait un peu l'impression d'être sur un terrain de guerre parfois. Il y a des manifestants qui ont dû se retrouver un peu isolés et qui ont été arrêtés. On retrouve notamment un profil il y a un militant d'attaque de 70 ans qui a été arrêté. De nombreuses personnes l'ont vu se faire arrêter. Voilà, il était tranquille sur le côté avec... Du côté policier, quoi, de la gendarmerie. Ce qui est sûr, c'est que là, la répression, elle a été terrible, et j'espère vraiment que des personnes ne vont pas garder des séquelles de cette manifestation. Et en tout cas, les personnes qui ont été arrêtées, il n'y a pas de raison apparente. C'était des manifestants assez tranquilles, quoi. Pour revenir un peu sur l'aspect politique, il y a Yannick Jadot qui était sur place, en tout cas sur le campement avant le départ de la manifestation, qui a dit être là, je cite, pour ne parler que de l'eau et pas de la police quand on lui parlait du dispositif mis en place. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ce genre de réaction de responsables politiques ? Quand on voit la répression à laquelle font face les militants écologistes, moi je pense qu'il faut en parler. Enfin, là, si on n'avait pas été déterminé et si on s'était dit ok, on s'en tient à l'interdiction, le dispositif est trop grand, on voit bien que la cause n'avance pas en fait. Et nous, c'est vrai qu'on revendique le fait de désobéir à des lois qui sont injustes. Là, il ne s'agit même pas d'une loi, voilà, il s'agit d'un arrêté d'interdiction concernant cette manifestation. Donc, en effet, je pense que ça pose de nombreuses questions politiquement, et je peux comprendre qu'il y ait eu des débats avec Yannick Jadot à ce sujet lors du rassemblement. C'est-à-dire que le mouvement écologiste aujourd'hui ne peut plus s'abstenir en fait, de poser la question de la violence policière et plus généralement de la police en fait, pour ces luttes. Oui, c'est sûr. Après, j'ai l'impression que globalement, on est plutôt privilégié que par rapport à d'autres militants, mais la répression s'intensifie, et il faut arrêter de se dire que l'écologie est déconnectée de tous les autres combats. Enfin, nous, on est pour une écologie qui est aussi sociale, qui est liée à toutes les dynamiques d'oppression. Enfin, en fait, quand on est militant écolo, on se bat notamment contre un système capitaliste productiviste qui est incompatible avec les limites planétaires, et en se battant contre ce système économique, on voit bien qu'on est interconnecté avec les autres luttes, et donc je pense qu'on peut pas se permettre de ne pas avoir d'avis sur ces questions-là. Ça pose la question des modes d'action en fait pour arriver à ces fins, surtout avec le politiquement correct, avec aujourd'hui le pouvoir qui met fortement des cadres pour exprimer son mécontentement, donc des cadres où on peut l'exprimer de manière marginale. Il y a plusieurs visions de modes d'action et de lutte qui se sont fait face justement pendant cette manifestation, et ça a été intéressant de voir ça aussi avec toujours ce Yannick Jadot qui a dit après la manifestation, les Black Blocs pourrissent depuis des années les mobilisations politiques et sociales, font fuir par leur violence les citoyens et familles, légitimer leur action, tuera l'écologie politique. Qu'est-ce que vous avez à répondre face à ce genre de phrase qui peut diviser complètement le mouvement écologiste en fait ? Oui, en plus il faisait référence à une manifestation qu'on avait faite un samedi qui était aussi une journée de mobilisation des Gilets jaunes. Je pense que dans le mouvement écolo et dans le mouvement climat, même s'il y a eu une période où c'était pas si clair que ça, maintenant, tout le monde a rejoint les Gilets jaunes à un moment, on rejoint les luttes sociales aussi, et mettre l'accent sur les violences des manifestants, alors qu'on voit que en proportion elles sont par rapport à la violence de l'État et aux dispositifs répressifs qui on le rappelle, je pense que vous en parlez souvent aux médias, mais la politique de maintien de l'ordre de la France, et surtout depuis 2016, depuis les Gilets jaunes, elle est intolérable. On utilise des armes de guerre contre des manifestants, et donc moi je suis profondément gênée quand on parle d'abord de la violence du Black Bloc, et je vais peut-être pas m'étaler là-dessus, mais pareil, on voit bien que ça c'est un concept qu'on utilise de manière souvent totalement fausse. C'est une technique de manifestation. Dès qu'il y a un jeune cagoulé en noir, on va dire oh mon Dieu, un dangereux Black Bloc. Ça ne veut rien dire. Et là, je trouve que j'ai l'impression que dans les discours notamment dans le discours de Darmanin, où il disait il fallait réprimer cette manifestation parce qu'il y a l'ultra-gauche, parce qu'il y a des fichiers S, parce qu'il y a des Black Blocs. Tout ce discours-là, il est décorrélé totalement de la réalité. Et donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à la répression qu'on a subie, j'aurais préféré qu'Yannick Jadot s'abstienne, en tout cas, de parler de la violence de certains manifestants, qui est vraiment je pense à mettre, à comparer avec la violence
qu'on subit lorsqu'une manifestation est interdite et via les politiques de maintien de l'ordre. Enfin bon, j'ai déjà dit. Mais il n'y a pas de problème. Pour arriver à ces fins, justement, il y a un projet de méga-bassine, etc., ou lutter contre, et aujourd'hui où les armes pour lutter contre sont de moins en moins mises à disposition avec cette interdiction de manifester, interdiction de circuler même dans la zone. Est-ce que les modes d'action, c'est-à-dire les modes d'action de prôner la désobéissance, d'aller démonter des bassines, ou encore juste de manifester, de marcher, est-ce que ces modes d'action, ils peuvent pas finalement se compléter? Parce que c'est vrai qu'il y avait une multitude de signataires, il y avait des mouvements radicaux, il y avait des antifascistes, il y avait les soulèvements de la terre qui prônent aussi des actions de désobéissance civile, mais d'un côté, il y avait aussi Attaque, il y avait aussi des drapeaux ELV. Moi, dans cette bassine, j'ai vu des gens de plus de 50 ans avec des drapeaux ELV. Donc, est-ce que ces modes d'action, ils peuvent pas se compléter plutôt que d'être divisés comme ça? Si c'est ça, enfin voilà, moi, je sais pas si côté soulèvement de la terre, voilà, on tenait particulièrement enfin, mais c'est intéressant, ça vaut la discussion, à s'attarder, voilà, sur les conflits. J'ai l'impression en plus qui sont en train de scinder ELV en ce moment. En tout cas, au niveau du milieu militant, c'est sûr que là, on était vraiment sur un parfait exemple de complémentarité des tactiques. Et dans la lutte contre les méga-bassines, ça fait des mois qu'on peut constater ça. Et que c'est vraiment intéressant. Enfin, après, voilà, il faut aussi se demander pourquoi est-ce que les écologistes, ils en arrivent à mener des actions de désarmement, là, comme on l'a fait en démontant donc, la canisation qui va être prochainement reliée à la méga-bassine. C'est aussi que la lutte contre les méga-bassines, elle date pas d'hier. Il y a déjà eu de nombreuses manifestations de masse. Il y a eu aussi des recours juridiques. D'ailleurs, Benoît Biteau en parlait tout à l'heure, mais il y a 5 bassines qui ont été jugées illégales et qui d'ailleurs n'ont pas été démantelées. Enfin, bon, il y en a une qu'on a débâchée en novembre dernier, mais aussi il faut se rendre compte qu'en face les pollueurs, enfin, en tout cas, ou les entreprises écocidaires ne respectent pas forcément la loi non plus. Et que en fait, au bout d'un moment, nous, on sait qu'il va falloir agir. Ça fait 50 ans en fait que les décideurs savent que le dérèglement climatique existe, et ça fait 50 ans qu'ils n'agissent pas, et même qu'ils agissent dans un sens opposé au nôtre. Au bout d'un moment, quand on est engagé dans une lutte contre des infrastructures écocidaires, surtout lorsqu'on a épuisé en plus tous les moyens légaux, il faut continuer à agir, et il faut être déterminé. Et là, je pense qu'on le voit avec la suspension des travaux. C'est la première fois qu'on obtient la suspension des travaux. C'est aussi parce que, voilà, justement, on est une lutte assez large qui utilise plein de tactiques différentes, mais aussi qui sait augmenter le rapport de force en désobéissant à la loi quand c'est nécessaire. D'autant que, parce que là on parle beaucoup de ces modes d'action, etc., mais cette tension, si elle a eu lieu, c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu justement ces arrêtés d'interdiction. Oui. Bah, c'est sûr que si on nous avait dit allez-y, manifestez, vous pouvez aller jusqu'à la méga-bassine, enfin bon... c'est sûr qu'on pouvait s'attendre que la coopérative de l'eau fasse en sorte qu'il y ait quelques gendarmes autour de la méga-bassine. Mais nous, en fait, c'était la première fois qu'on était confrontés à un tel dispositif. Et c'est la première fois, voilà, que c'est aussi tendu. Et quand même, on trouve que cette situation... elle est aberrante, parce que ce chantier, la préfète a dit il faut absolument qu'il y ait 1700 gendarmes pour protéger ce chantier. Mais ce chantier, actuellement, c'est quoi ? Est-ce qu'il y avait vraiment, je ne sais pas, des engins ou à saboter ou quoi que ce soit d'autre ? Non, en fait, actuellement, c'est un cratère de cailloux. Enfin, donc, en fait, là, on a dépensé plus d'1 million d'euros d'après les premières estimations. Et il y a eu 60 manifestants blessés seulement pour protéger un cratère qui, en plus, comme on l'a dit, voilà, va ne servir qu'à 12 agriculteurs irrigants dans le coin. Enfin, c'est fou de voir où sont mis les moyens de l'État aussi, quoi. Justement, à ce sujet, parce que délégitimer le mode d'action utilisé pendant ce week-end pour les bassines, ça a été le refrain en boucle qu'on a entendu pendant plusieurs jours dans les médias dominants. Mais à ce sujet, justement, on va regarder peut-être un petit magnéto. De personnes, de militants qui sont attendus sur zone. Parmi ces militants, eh bien, il y a des personnes qui ont des profils très violents, et la préfecture s'attend à une manifestation très violente. Il faut dire que cette manifestation, elle est interdite.
Agathe Lambray, que faisait cette députée au milieu d'un barrage de gendarmes alors ? On peut se poser la question, effectivement, que fait cet élu de La République, cet élu Europe Écologie Les Verts, dans une manifestation interdite et en plus marchant sciemment en direction d'un cordon de gendarmes qui est en train, il faut le rappeler, de maintenir l'ordre dans une manifestation qui agrège, pas seulement, mais qui agrège son lot de casseurs, de Black Bloc, de fichiers S, d'ultra-gauche. Alors j'ai posé la question à Lisa Bellucco, je lui ai demandé pourquoi elle marchait dans la direction de ce cordon et elle m'a expliqué qu'elle est députée, qu'à ce titre, elle voulait parler avec les gendarmes et c'est pour ça qu'elle avance en levant les mains, en signe de paix, pour montrer qu'elle n'est pas agressive. Elle a demandé aux gendarmes, tout simplement, de la laisser franchir ce cordon. Parce qu'il faut savoir que derrière ces gendarmes, derrière ce cordon, il y a la bassine. Et en fait, elle était assez loin, mais tout de même, cette députée marchait en direction de la bassine. Donc évidemment, les gendarmes qui sont là pour protéger notamment la bassine ont refusé l'accès à cette femme. Là, ils l'ont repoussée et elle raconte qu'ils l'ont violentée, qu'ils lui ont donné des coups de matraque dans le genou et elle doit d'ailleurs aller chez le médecin aujourd'hui pour faire constater ces faits. Maintenant, cela pose effectivement plusieurs questions. Encore une fois, que fait une élue de La République dans une manifestation qui a été interdite par le préfet, élue qui en plus marche sciemment en direction des gendarmes? Ça pose la question aussi de la frontière entre la désobéissance revendiquée par certains élus écologistes et le fait de condamner les violences. Un autre exemple, Sandrine Rousseau, hier sur BFM TV, disait clairement qu'elle appelait à la désobéissance sans violence. Et en même temps, cette même Sandrine Rousseau semblait cautionner le fait que Yannick Jadot ait reçu un accueil hostile et que sa voiture ait été taguée avec des tags insultants. Bref, vous le voyez, si ces élus officiellement condamnent les violences, attention aux comportements plus qu'ambigus qui peuvent donner le sentiment qu'ils minimisent, voire cautionnent ces violences. Merci Agathe. On dispose aussi d'images de la gendarmerie apportant une vision plus globale de la manifestation de samedi à un moment de tension visiblement. Selon le bilan officiel, 60 gendarmes ont été blessés. Côté manifestants, on évoque une trentaine de personnes atteintes. Vêtus de bleu de travail et équipés de pelles et de pioches, ces militants cagoulés creusent le sol pour déterrer quelques minutes plus tard une canalisation qu'ils arborent fièrement. Un conduit appartenant à un agriculteur qui devait être raccordé à la future bassine. Le propriétaire regrette le geste des manifestants. Une réaction sur ce traitement médiatique ? C'est sûr qu'on a vraiment voulu nous décrédibiliser, mais en fait ça a commencé suite à l'annonce de Darmanin, donc voilà, on reviendra dessus, je pense, où voilà, il a dit qu'on était des éco-terroristes. C'est assez choquant de voir de tels propos tenus sur des plateaux à tous les points de vue. On nous a peu demandé d'exprimer notre point de vue en face. Bon, après, en même temps, je dirais que quand on a été invité, des fois, c'était particulièrement compliqué. Enfin, moi, j'étais sur BFM, là, il y a 2 jours, il y avait 3... Enfin, déjà, j'étais à distance avec une mauvaise connexion. Et il y avait 3 éditorialistes, eux, sur le plateau, qui me coupaient la parole tout le temps, malgré le fait que j'étais à distance. Et bon, de toute façon, ça tournait en boucle sur... Il y a eu des gendarmes blessés, c'est intolérable. Des gendarmes blessés et des manifestants atteints. Ouais. C'est intéressant. Oui. Ce sont les mots de la journaliste. C'est intéressant. Et moi, je le relie à la réaction de Darmanin. Je pense que s'ils réagissent autant, c'est quand même aussi qu'on a réussi à montrer quelque chose de fort. Justement, que le fait que les manifestants restent solidaires entre eux, quel que soit leur mode d'action en manifestation, je trouve ça aussi très beau. Et je pense que voilà, il suffit d'être allé en manifestation une fois, et c'est le cas de nombreuses personnes, voilà, pour se rendre compte que ce traitement, c'est du n'importe quoi. Et moi, là, j'ai l'impression que le gouvernement est vraiment en train de s'empêtrer les pieds dans le tapis, et qu'il a peur de cette convergence-là, et de voir des mouvements donc, qui partent justement de lutte locale, qui sont très ancrés, qui prennent... qui s'amplifient et qui deviennent de plus en plus intenses et puissants. J'ai un peu la même impression que vous. Enfin, j'ai l'impression que le pouvoir est un peu dérouté par ce qui se passe, et que les préfectures et le ministère de l'Intérieur essayent de reprendre le pouvoir sur le discours que vous essayez d'implanter dans les médias. Parce que, par exemple, vous avez coupé une canalisation qui allait vers les bassines, et BFM a sorti que ce n'était pas une canalisation qui allait vers les bassines, mais qui allait vers des agricultures familiales, selon une source policière. Est-ce que vous avez l'impression
d'être plus petit dans le rapport de force qui se joue dans le discours dans les médias dominants? Après ça, on a l'habitude depuis le début de la lutte contre les méga-bassines, ils reprennent beaucoup le discours de la FNSEA qui dit que voilà, c'est de l'agribashing ce qu'on fait. C'est pour ça aussi qu'on est très heureux d'avoir la Confédération paysanne avec nous, en plus des nombreux paysans qui sont pas forcément adhérents à un syndicat. Et donc, nous, on n'arrête pas de le répéter en plus. En fait, il y a des agriculteurs qui sont totalement englués dans un système destructeur. Et nous, on ne veut pas viser les exploitations qui se raccordent aux méga-bassines. On veut viser ce système-là. Et c'est pour ça qu'on parle d'outils pour l'agro-industrie, comme le disait Nicolas Giraud. Donc là, oui, bon, c'est vrai qu'en plus, BFM TV a repris des sources qui apparemment n'étaient pas bonnes, parce que nous pour attaquer cette canalisation, on a repris les plans de la préfecture, directement de la coopérative de l'eau. Donc ça n'a pas été compliqué de faire un démenti, mais c'est vrai qu'il y a eu 30 minutes où ça a commencé à se répandre un peu, et bon, on voit que voilà, ça cherche des failles pour essayer de nous décrédibiliser. Et c'est vrai qu'un des grands éléments de langage, oui, c'est vraiment ce sont des écolos urbains qui comprennent rien à l'agriculture, et on a besoin de cette eau pour irriguer. Le gouvernement et la FNSEA n'arrêtent pas de mentir sur ce dossier. On a encore démonté les arguments de la porte-parole de la FNSEA qui s'est exprimée ce matin. Il faut savoir que voilà, Julien Denormandie, l'ancien ministre de l'Agriculture, sous le précédent quinquennat, il a, pendant la première mobilisation, il n'arrêtait pas de répéter sur tous les plateaux, non mais ils disent n'importe quoi, c'est rempli avec de l'eau de pluie, donc ça n'a aucun impact sur les nappes phréatiques. Et bon, on voit bien que voilà, que tous les moyens sont beaux pour dire que notre mobilisation n'est pas légitime, mais c'est quand même fou de voir qu'il faut s'appuyer sur des mensonges ou sur des trucs aberrants comme l'écoterrorisme pour nous décrédibiliser. On voit qu'ils veulent pas venir sur le terrain des arguments clairs, parce que là c'est vrai que sur ce coup, typiquement aucune hydrologue ne soutient les méga-bassines. Enfin, il y a de nombreux chercheurs du CNRS qui sont prononcés et qui soutiennent la lutte. Donc on voit en tout cas que si on prend les études scientifiques, nos arguments sont béton. D'ailleurs, vous parlez de l'écoterrorisme de Darmanin, mais sur les plateaux télé, ça a beaucoup tourné autour de la question de la violence et derrière de la question de la légalité et de la légitimité. Oui. C'est Camille Etienne qui a beaucoup avancé ça aussi. Il y a une émission sur les méga-bassines, ou plutôt sur les modes d'action des écologistes et des luttes en général. C'était hier, je crois, dans C'est ce soir, qui demandait à des députés Renaissance de faire la différence entre légal, entre légitime, tout ce que vous avez commencé à aborder. Et il y a justement, après Gérald Darmanin, on en parle plus tout à l'heure, on va peut-être regarder la séquence et on reviendra après tout de suite. Cette manifestation interdite a vu jusqu'à 4000 personnes hier, 2000 encore cette nuit et ce matin, quelques centaines cet après-midi et ce soir, se rendre sur ce site. Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente, avec des attaques physiques, vous l'avez vu, sur les gendarmes, des attaques avec des boules de pétanque, des cocktails Molotov, des objets contondants, des mortiers, qui ont attaqué les gendarmes. Plus d'une soixantaine ont été blessés, dont une vingtaine extrêmement sérieusement. Certains sont d'ailleurs encore évidemment hospitalisés. Et cette partie de la manifestation extrêmement violente relevée d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument combattre. Les mots sont forts, on retrouve les mêmes éléments de langage dont on vient de parler. Il y a aussi Elisabeth Borne qui a parlé de violences inacceptables et choquantes. Encore Gérald Darmanin qui, par rapport aux députés blessés, a parlé de provocation des élus. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce genre de discours qui sont très forts quand même ? Oui, c'est ça. Utiliser le terme de terrorisme pour nos actions, ça me semble extrêmement grave. Enfin, si ça concerne nos actions de désarmement, donc lorsqu'on démonte par exemple les canalisations, lorsqu'on débâche les méga-bassines, il s'agit de violences
envers des objets. C'est des dégradations matérielles et ça peut être en aucun cas qualifié de terrorisme. Après, s'il parle justement de la violence des manifestants, pareil, c'est quand même fou. Ce que je veux dire, c'est que des jets de cailloux dans des manifestations, il y en a dans quasiment toutes les manifestations. En tout cas, moi qui ai fait mes études à Paris, c'était le cas. Si on commence à appliquer le terme de terrorisme à ça, mais on n'en a pas fini. Tout le monde est. Il y a énormément de terroristes en France. Et dans la notion de terrorisme, donc on a à la fois le fait de s'attaquer directement à des personnes, mais d'une manière assez grave, de manière à provoquer la terreur. On parle de faits qui sont extrêmement plus graves que ce qui s'est passé. Et comme je l'ai dit auparavant, pour moi, vraiment, commencer à mettre le débat sur ces termes-là et de dire qu'on est dangereux, c'est vraiment retourner la situation pour pas qu'on s'attarde déjà sur le fond du dossier et ensuite sur la violence qu'a subi la foule qui voulait juste manifester en fait, et de montrer aussi que voilà, il y a un gouffre entre les moyens des manifestants. Là on parle de tirs de mortier, pareil, les tirs de mortier ça fait peur, on dirait qu'il y a vraiment des armes. Ce que je veux dire, c'est que c'est des feux d'artifice. Je dis pas que ça peut pas être dangereux, c'est tout comme lancer des cailloux sur les policiers, etc. Mais on voit bien que le rapport de force est disproportionné. Les boules de pétanque, vous m'excuserez, mais personne n'en a vu. Et je pense que se trimballer avec des boules de pétanque dans son sac à dos pour les lancer sur les flics, je vois pas du tout qui ferait ça. Et on a vu la même chose avec Notre-Dame-des-Landes ou d'autres luttes écologistes. À Notre-Dame-des-Landes, je me souviens, il y a un moment, ils avaient dit qu'il y avait des boules de pétanque avec des lames de rasoir collées dessus qui avaient été lancées sur les flics. On ne sait pas. En fait, il n'y a aucune preuve. On ne sait pas d'où sortent ces paroles-là. Et sur la question des blessés, c'est assez intéressant parce que du coup, je me suis mise j'ai essayé de chercher. Nous, quand on parle des 60 blessés, c'est des personnes qui ont vu un médecin sur le camp. Du coup, c'est remonté via notre équipe qui s'occupe de ça. Et en fait, un policier peut se déclarer blessé tout seul, quoi. Donc en fait, ces chiffres de la préfecture, ils sont totalement flous. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir vu un médecin. Voilà, c'est ça. Il n'a pas besoin d'avoir vu un médecin. Donc en fait, comme d'habitude, on sait pas d'où viennent ces chiffres. Bon, ça, c'est un détail, mais c'est juste pour dire aussi que pour moi, là, de A à Z, ce discours n'a aucun sens. Que ce soit sur le fait qu'on nous accuse de faits vraiment graves et que ça peut ouvrir la porte à une criminalisation du mouvement écologiste. On l'a vu avec des grandes affaires, que ce soit l'affaire de l'association des malfaiteurs de Bure ou par exemple l'affaire Tarnac. On essaie de monter un récit médiatique en épingle et ensuite, le jour du procès, on se rend compte qu'en face, ils ont aucun élément. Mais moi, ça me fait peur pour la suite. C'est comme de parler de fichiers S, comme si les fichiers S qui sont djihadistes, c'était les mêmes que les fichiers S militants. En fait, c'est pas si compliqué quand on est militant de commencer à être fiché sûreté de l'État. Ça veut dire que on nous surveille un peu plus, mais ça veut pas dire que, je sais pas, on projette de... que vous êtes des terroristes. Qu'on est des terroristes, qu'on projette de poser des bombes. Des fichiers sûreté de l'État, il y en a plein en France. Et voilà, moi, j'en connais personnellement qui sont juste activistes sur, en effet, des sujets sensibles, notamment, par exemple, Bure sur la question antinucléaire. Quand on est militant à Bure, c'est vraiment pas rare. Il y en a plein qui ont eu des preuves qu'ils étaient fichés S, mais voilà, avec ces discours où on fait peur, pour moi, ça ouvre la porte à ce qu'il y ait des procès, etc., où vraiment ce soit très compliqué pour nous de se défendre, et ça peut nous mettre des bâtons dans les roues, alors que voilà, nous, en tant que militants écolos, on sait très bien que en plus, voilà, le temps est compté, et cette criminalisation-là, c'est assez terrible, quoi. Il va falloir qu'on continue à agir, mais je pense que dans la situation actuelle, on va quand même réussir à montrer que, voilà, notamment concernant les actions de désarmement, à montrer que c'est légitime, justement, de s'attaquer directement à des infrastructures écocidaires et que non, c'est pas du terrorisme. Non, il n'y a aucun élément tangible qui montre que le mouvement écolo se dirige vers une quelconque forme de terrorisme aussi, quoi.
Merci Léna Lazare. Peut-être un mot sur est-ce qu'il y a une projection d'actions prévues qui vont continuer, etc. Parce que c'est vrai que malgré toutes les mobilisations qu'il y a eu depuis 1 an et demi, les bassines continuent d'être fonctionnelles, même celles qui sont illégales continuent de se monter. Est-ce que vous avez prévu une suite malgré la répression qui est de plus en plus forte? Oui, bah nous va continuer. On a montré qu'à chaque fois leur dispositif policier, il servait à rien. Donc là, en fait, les travaux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Nous, on a posé un moratoire ce matin, un ultimatum, pardon. Oulala. On a posé un ultimatum au gouvernement. S'il n'y a pas de moratoire d'ici 15 jours sur la question des méga-bassines au niveau national, on réannonce une date de mobilisation. Donc on aura une prochaine manif-action qui va se monter un peu dans la même veine que les précédentes. C'est possible de suivre les réseaux sociaux des soulèvements de la Terre pour en savoir plus. Et on va continuer aussi nos actions en général contre l'agro-industrie et l'accaparement des terres. Et dernier petit détail, j'arrive. On a essayé d'avoir la COP de l'eau 79 des Deux-Sèvres pour avoir leur point de vue. On n'a eu aucune réponse, mais ils souhaitent qu'on appelle les bassines les réserves de substitution, mais on n'a pas encore de réponse à ce jour pour avoir le point de vue contradictoire. Ok, c'est noté. Merci Lisa Lappe, merci également à vous Léna Lazare. Merci d'être venu sur le plateau du Média. Le Média continuera à suivre attentivement tout ce qui se passe là-bas dans le Marais Poitevin. Restez avec nous pour la deuxième partie. On reçoit Myriam Baafou, écoféministe, chercheuse en philosophie féministe, autrice des paillettes sur le compost, écoféminisme au quotidien aux éditions Le Passager clandestin. Un livre qui aborde une écologie et un féminisme aux intersections du véganisme, des luttes décoloniales, queer et anti-validisme. Mais juste avant ça, je fais un petit rappel quand même. Le Média a besoin de 200 000 € pour tenir, qu'on doit récolter impérativement, on le répète, mais c'est important, avant la fin de l'année pour ne pas mettre la clé sous la porte. Alors abonnez-vous, devenez sociaux, faites des dons, partagez l'information, partagez nos vidéos, parlez de nos émissions autour de vous pour continuer à produire une information libre et indépendante.